Donc, voilà, donc, reprenons, je trouve que l'une des premières œuvres de science-fiction qui évoque de façon tout à fait singulière l'évolution de la façon de considérer sexe et reproduction, c'est Le meilleur des mondes d'Huxley. Ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit des modes de reproduction qui existaient pour les animaux à l'époque, mais qui n'existaient pas pour les humains, et qu'il y a une partie des choses qui se sont réalisées. Donc c'est assez rare quand même, parce que le but de la science-fiction, contrairement à ce qu'on pense, certaines, oui, extrapolent ce qui va se passer plus tard, comme les œuvres de Jules Verne. Ce n'est pas ceux que je considère comme ceux les plus représentatifs mythologiques. Et donc, en fait, un jour où je lisais, au moment du passage à l'an 2000, il y avait un petit article de Télérama, qui est un journal de bobos, d'universitaires, où on a les critiques de cinéma, je lis, hein, de cinéma, de théâtre, de livres, de disques, etc. Et il y avait un petit article qui précisait, qui proposait d'imaginer l'humanité de l'an 2100 et quelques par rapport comment il verrait l'humanité de l'an 2000. Et l'une des choses qui était relevée, c'était de dire, en l'an 2000, les humains se reproduisaient à l'intérieur de leur mère comme les animaux. Alors c'est une toute petite phrase, mais c'est quand même très parlant. Or, je reprends ce que je disais sur Le meilleur des mondes. Dans Le meilleur des mondes, alors, j'ai écrit un article pour Françoise Héritier qui est assez rigolo, qui s'appelle quelque chose comme La maternité chez les Densico ou une puissance maléfique, et où je me suis amusée, disons, à nous présenter comme une société très exotique en inversant les noms. Donc, effectivement, tout ça se passe à Nodnol, qui est en fait London. Là, j'ai inversé les choses. Densico, ça vient de Occident. Je fais le spoiler de mon propre article. Et donc, on a le directeur de l'incubation des bébés qui va expliquer à des jeunes gens qu'autrefois, c'était horrible, les gens se reproduisaient entre eux, que les mères étaient vraiment... elles élevaient leurs petits comme les chattes leurs petits, enfin que c'était vraiment l'horreur, que c'était vraiment quelque chose d'affreux, et que la pire des choses, c'était la continence sexuelle qui était imposée du fait de ça. Or ça renvoie aussi à une référence qui est faite à Freud. Un autre Freud et notre Ford sont évoqués dans le livre. Cette idée que, je crois que c'est en 1898, Freud dit que ça serait un progrès, ça serait le triomphe de l'humanité si elle arrivait à séparer sexe et reproduction. Et qu'à ce moment-là, on aura fait un saut dans l'évolution extraordinaire, parce qu'effectivement, la majorité pour lui, à l'époque, des névroses sont liées à la peur de la grossesse. Donc on a vraiment quelque chose qui est présent, mais qui était présent aussi dans le christianisme. Saint Paul, enfin tous ces êtres-là, la reproduction, c'est une cuisine qu'on n'aime pas trop, bref, c'est intéressant parce que discutant avec Chris Gregory, vous savez, qui est un anthropologue, économiste australien qui a travaillé en Inde, très récemment, il n'a toujours pas publié ce satané texte qui est merveilleux. Il est retourné, il a écrit une communication qu'il m'a envoyée où il explique qu'il s'est beaucoup posé la question de pourquoi le lotus était le symbole de wealth, de l'abondance, de la richesse en Inde, et que quand il est retourné avec sa fille qui était sage-femme,
qui, elle, allait travailler avec les femmes, qui savent comment on fait des enfants, et qu'effectivement, ça passe de mère à fille, comme le lotus se reproduit effectivement, voilà, et tout ce côté de la reproduction particulière du lotus. Donc c'était clair comme de l'eau de roche, alors que lui qui avait interrogé des brahmanes qui n'ont absolument aucune idée, ne veulent rien savoir de comment se passe la reproduction, ça ne les intéresse pas, les textes ne parlent pas de ça, et surtout tout ce qui est substance, vous savez bien, c'est absolument interdit. Donc je trouvais ça assez intéressant, disons, de revoir ça et d'avoir cette espèce de sainte horreur de cette conjonction sexe et reproduction qu'on retrouve bien entendu dans la représentation de Marie, Mère de Dieu, c'est-à-dire c'est effectivement là une première occurrence très marquée d'une reproduction sans sexe, ce qui n'est pas universel. Je veux dire, ça peut se faire, mais je veux dire, ça peut se faire de façon spontanée. Mais là, l'idée, c'est qu'on pourrait avoir une reproduction spontanée qui n'a pas lieu de sexe, mais c'est qu'il y a vraiment une séparation qui est valorisée et qui va se maintenir. Et je pense qu'on le trouve aussi chez les Grecs, puisque avant qu'on ait cette émergence, mais ça c'est une idée qui sûrement les hellénistes vont me dire que j'exagère, mais en tout cas on peut noter que dans les royautés sacrées, les rites de fertilité étaient présents et que l'émergence de la démocratie s'est accompagnée du fait qu'il y a une problématique, enfin, la maternité, la reproduction n'est pas très bien vue et qu'on pourra constater que la philosophie ne s'est emparée de la maternité. On m'opposera la maïotique, on est d'accord, la maïotique, c'est pas la maternité, c'est le fait de faire accoucher les autres de leur esprit. C'est pas tout à fait pareil, même si la maman de l'autre était sage-femme. Mais par contre, le côté bien charnel de la reproduction, bien problématique, il faut bien avouer que la philosophie, jusque à l'avènement des nouveaux modes de reproduction et des problématiques éthiques que ça entraîne, c'est pas beaucoup intéressé aux mères. Enfin, c'est vraiment pas le sujet de la philosophie, ce qui est quand même assez étonnant parce qu'on travaille aussi sur les identités. Et donc effectivement, après les philosophes féministes, etc., vont travailler, les LGBT, etc., mais disons que c'est quand même des siècles et des siècles sans avoir travaillé sur ces choses-là. Donc toujours est-il que dans, comme je le disais, c'est vraiment cette représentation dans le meilleur des mondes du fait que la reproduction est séparée, et du coup, hommes et femmes sont posés comme potentiellement équistatutaires comme leur identité anatomique, sexuelle, et que il faut cette séparation. Enfin, il y a vraiment, du coup, on n'a pas besoin, on est fille ou garçon, et il n'y a pas besoin de redéfinition de l'identité sexuelle de naissance au moment où on devient fertile. C'est-à-dire que c'est... voilà. Donc ça, c'est une chose qui m'a... Voilà, c'est un modèle que j'avais proposé et qui me permettait de dire, effectivement, dans les sociétés où on reconnaît la valeur, cette asymétrie en faveur des femmes, qui est la possibilité d'accoucher soi-même de filles et de garçons, pas seulement du même mais du différent, comme dirait Françoise Héritier, ça donne un privilège et que dans les sociétés hiérarchiques, on tend à inverser ce privilège initial pour l'inverse. Enfin, on inverse ce privilège initial pour dire non, mais c'est les hommes qui eux travaillent. Et d'ailleurs, même en Occident, quand les médecins ont enfin mis la main, vous savez que les médecins étaient surtout des savants et qu'il y avait des médecins, enfin c'était pas des médecins, les médecins de l'université ne touchaient pas les corps. Ils discutaient des humeurs, mais c'était autre chose. Les premiers, les hommes se sont substitués à des sages-femmes ou des personnes ou des accoucheuses traditionnelles. Donc il y a eu vraiment et maintenant à l'heure actuelle, c'est plus pertinent puisque médecins, c'est hommes et femmes, majorité des femmes d'ailleurs. Mais donc voilà. Donc j'ai pensé que c'était quelque chose à penser parce que
Dans un cas, ce qu'on va critiquer, c'est la hiérarchisation homme-femme, mais qui se fonde justement sur une première hiérarchie qui est plutôt en faveur des femmes, même et y compris dans les sociétés les plus machistes, où on va toujours sans arrêt chez les hindouistes parler effectivement du fait que les femmes veuves doivent partir dans le feu avec leur mari, mais ça n'est pas réductible à ça, et ce n'est pas réductible à ça non plus chez les musulmans. Il y a une très très grande valorisation de la féminité, et quand on voit les fêtes des Ménards qui sont comment dire, comme, qui sont une première, non seulement étape, mais c'est la première esquisse de ce qui va se passer au moment du mariage. Il n'y a pas d'équivalent de rituel pour les garçons. Et là, ici, j'ai des voisins, la Sri Lanka, dans ce bâtiment. Ils avaient besoin d'une baignoire pour faire la fête des Ménarques de leur fille. Donc ils nous ont demandé si on pouvait le faire. Donc ça s'est fait en partie ici, en partie dans un autre endroit. Mais là, il y avait tout un rituel ici. Il y avait des filles et des garçons. Et il y avait un garçon et les filles écoutaient des chansons où il était question de règles, vraiment pas du tout de tabou face aux garçons, etc. Ils étaient super excités. Et lui, il était un peu triste comme ça, donc je discute avec lui. Je lui dis, bah, tu sais, chez les juifs, c'est plutôt... voilà, il y a un truc pour les garçons, ça s'appelle la bar mitzvah. Il y a aussi pour les filles, mais c'est quand même plus centré sur le garçon, tout ça. Et il dit, bah, moi, j'aimerais bien être juif, parce que nous, on n'a rien du tout. Non, voilà, on peut voir les choses... C'est plus complexe que ça, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que, bien sûr, il y a des soucis économiques qui sont liés à la position des femmes, etc., donc ce n'est pas réductible à ça. Mais en tout cas, je trouvais que c'était important de proposer, d'avoir ce modèle que j'explicite très mal là, parce que, voilà, on ne peut pas tout faire et aller plus loin. Mais voilà. Et donc, effectivement, quand j'ai vu Alien, j'ai été très, très, très frappée par le fait que Sigourney Weaver, alias le lieutenant Ripley, doit combattre cette chose qu'est Alien. Et Alien, c'est la reproduction. C'est vraiment une figure. Ça n'est que ça. Alien ne fait pas pipi caca. Alien ne mange pas. Alien se saisit du corps des autres pour se reproduire aux dépens de ces autres qu'elle accapare, aussi bien hommes que femmes, puisque dans Alien, vous avez toujours un homme qui est enceint. Donc, effectivement, et malheureusement, quand l'autre est enceint, il explose. Donc, l'arme d'Alien, c'est la grossesse. Et c'est ça que l'armée va tenter de s'approprier pour pouvoir assujettir d'autres populations, etc. Derrière ça, il y a tout un truc, parce qu'évidemment, les colonisations se sont précisément accompagnées du fait de procréer avec les femmes des territoires occupés. Et on voit bien effectivement que le viol n'est pas quelque chose qui a disparu pour montrer la supériorité de certains sur d'autres, ou humilier ou diminuer le prestige de certains sur d'autres. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai commencé vraiment à essayer de travailler systématiquement sur des œuvres de science-fiction. Et John Levitt faisait un numéro spécial d'anthropologie et société sur la mythologie. Il m'a dit bah, pourquoi tu n'écrirais pas un article. À l'époque, c'est Francine Saillant, c'est ça, hein, qui était directrice. Et donc, j'ai fait un article où j'ai repris différents auteurs classiques, mais en particulier Jean-Pierre Vernant, que je trouve remarquable dans sa proposition par rapport à la mythologie. Et effectivement, en proposant de montrer que, en analysant un certain nombre d'œuvres de science-fiction représentatives classiques, il s'agissait véritablement d'une mythologie au sens où on l'entend classiquement. Donc Fred Adler m'avait opposé, mais quand même dans la mythologie, il n'y a pas d'auteur. Oui, mais en fait, quand on analyse la science-fiction, et donc je suis allée à Cerisy pour présenter mon travail, mais aussi en donnant mes papiers à des auteurs de science-fiction qui sont devenus des amis. Et donc, dans ces discussions,
en fait, c'est vraiment un travail où chacun va reprendre des thèmes utilisés par d'autres et les retravailler à sa façon. Et il va y avoir une circulation des motifs. C'est pas du tout, la problématique, disons, du vol d'idées ou des vols des œuvres ou des comment dit-on de l'usurpation, si vous voulez, ne se pose pas du tout de la même façon dans ce genre d'œuvre. Et au contraire, on ne peut pas lire, à l'heure actuelle, il y a un corpus de science-fiction qui est tellement énorme que aucun d'entre nous peut avoir tout lu sur la science-fiction. Mais par contre, le fait d'avoir une certaine connaissance de la science-fiction va beaucoup servir pour pouvoir lire les références dans les œuvres de science-fiction qui sont empruntées à tel et tel, et participent d'ailleurs du plaisir des choses. Mais ce thème de la reproduction est très important. Et là, il va y avoir un autre élément qui m'a frappé, c'est quand même aussi étonnant. D'une part, je ne peux, si vous vous souvenez un petit peu de la façon dont Alien, nous sommes dans une société extrêmement civilisée des siècles futurs, où hommes et femmes voyagent ensemble dans des vaisseaux spatiaux qui vont à des années-lumière pour récupérer des minéraux sur d'autres planètes. Et donc, ils sont mis en hyper-sommeil, dans des berceaux de verre, un peu comme Blanche-Neige. Et puis, l'ordinateur mère, au début, dans le 4e, ça sera l'ordinateur père, réveille son petit personnel et lui demande d'aller explorer une planète où il y a des choses qui se passent. Et là, sur cette planète, on voit qu'il y a des œufs absolument gigantesques. C'est vraiment, je ne sais pas, un ballon de foot, mais multiplié par je ne sais pas combien à l'échelle. Et quand le pauvre astronaute qui a été sommé d'aller voir ce qui se passait, va sortir de cet œuf, cette chose, et c'est là où je vous pose la question, n'y a-t-il pas quelque chose qui manque sur ce sexe féminin qui a pris l'allure du phallus, qui n'est qu'un pénis, mais en l'occurrence c'est une colonne vertébrale, et on y reviendra à ça. Vous voyez pas ce qui manque ? Quel est l'organe de la jouissance de la femme ? Ah oui, il manque le clitoris. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est pourtant bien un sexe féminin, on est d'accord. Mais il manque le clitoris. Donc, il ne s'agit pas de la jouissance, il s'agit de représenter la reproduction seule, séparée totalement de la jouissance sexuelle, du sexe, de l'érotisme. Donc voilà. Donc c'est ça donc ce truc se met là, sur le pauvre astronaute donc masculin. On pense qu'il est comme en hibernation. Et puis tout d'un coup, tout ça, ça tombe. Parce que ce qui était à l'intérieur de l'œuf a été inséminé dans les poumons. Alors sachez que oui, il y a eu des travaux faits pour savoir si les hommes pourraient aussi être enceints, que c'est compliqué parce que ça prend de la place. Donc le meilleur, ça serait les testicules, parce que c'est très vascularisé, mais ça serait très encombrant pour vous. L'autre, c'est les intestins, mais c'est très risqué parce que là, on pourrait avoir des hémorragies. Mais la fonction du placenta étant de l'apport d'oxygène, le fait que les auteurs de science-fiction, qui sont très très calés, ils travaillent énormément, sauf les mauvaises œuvres de science-fiction, mais sinon ils travaillent énormément, et certains sont eux-mêmes des scientifiques, ils ont beaucoup travaillé sur leur propre science. Et même s'ils ne sont pas des auteurs de science-fiction, souvent les sciences non humaines, je vous prie de ne jamais parler de sciences dures, c'est pas les sciences, il y a des sciences en érection et d'autres qui sont en détumescence, c'est qu'on a sciences non humaines, et sciences humaines veut dire qui s'intéresse au sujet doué d'intentionnalité, et voilà, enfin je veux dire, c'est subjectivité. Donc, effectivement, il s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Et donc, effectivement, le placenta jouant le rôle de l'apport de l'oxygène via le sang de la mère, les poumons ne sont pas idiots. Sauf que les poumons, évidemment, s'il y avait quelque chose qui était inséré, ce qui est très souvent le cas, vous avez les parasites pénètrent éventuellement, même par la bouche, s'ils vont dans les intestins, ils peuvent remonter dans les poumons
Et c'est pour ça que vous avez tout un tas de parasites qui passent par les poumons. Mais là, le parasite, c'est effectivement l'enfant. Et c'est défini comme ça. C'est-à-dire que alien, quand on va voir le sens qu'il a dans le Oxford Dictionary, ça veut dire vraiment quelque chose d'étranger qui s'acclimate à quelque chose qui n'était pas son premier habitat. Enfin bref, il y a tout un côté extrêmement péjoratif du sens de alien. On pourrait s'intéresser comme ça, comment foreigner, alien, stranger, c'est différent. Hein, stranger, c'est très très différent. Mais alien, c'est typiquement justement une entité qui n'appartenait pas à un territoire et qui va s'y imposer, s'y acclimater et se développer. Et donc là, effectivement, l'enfant va être présenté comme un parasite qui va prendre possession du corps de sa mère et qui va l'aliéner à sa fonction. C'est-à-dire, vous savez, il y a toujours cet exemple, vous savez, de ce parasite qui incite l'escargot à aller se suicider dans la mare pour pouvoir reproduire. Je ne sais pas si vous avez cette idée en tête. Enfin, ça va se et qui est toujours dans les films de science-fiction où il y a quelque chose qui s'impose justement dans la colonne vertébrale. Il va vous manipuler, vous devenez le puppet. Vous avez le puppet master qui est extérieur, etc. Et ça, vous allez le retrouver également dans des œuvres qui sont à destination des adolescents. Évidemment, les adolescents, c'est quand même les premiers à devenir fertiles. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans nos sociétés, la grossesse à l'adolescence est considérée comme un problème de santé majeur. Il faut absolument éviter ça. Eh bien, je ne sais pas si dans le temps qui me reste, j'aurai le temps de le raconter, mais dans un épisode de Buffy, donc Buffy, la tueuse de vampires, maintenant un petit peu vieux, mais qui a été très inaugural comme changement dans les séries pour ados, remarquable, je vous conseille de la regarder, eh bien, il y a un épisode dans lequel, ça s'appelle œuf surprise, un prof décide de distribuer des œufs à ses étudiants pour qu'ils apprennent la responsabilité vis-à-vis d'un jeune être. Et donc, il pense qu'il va en sortir des poussins, et quelle horreur, sort une chose qui va se mettre dans le bas de leur colonne vertébrale, prenant possession de leurs moyens. Ils sont tous comme des zombies, et conduit à descendre dans les sous-sols du collège et à s'occuper d'une espèce de utérus géant monstrueux qui produit des œufs sans arrêt, et eux deviennent des zombies. Heureusement, Buffy, qui, elle, a été faite pour sauver l'humanité depuis le départ, elle s'est méfiée de la chose qui est sortie de son œuf, elle l'a tué, et ensuite, elle va descendre dans les sous-sols pour tuer à la hache cette méga maman et tout le monde va se réveiller, et à ce moment-là, comme par hasard, la mère de Buffy avait dit quelque temps avant au bibliothécaire du collège, vous savez, les enfants quand même, j'ose pas dire que c'est des problèmes, mais quand même, hein, on peut dire que j'en ai plein le dos. Donc voilà, donc tout ça, avec tous les discours sur le fait que dans nos cultures, les enfants sont chronophages, ça coûte énormément d'argent, et c'est vrai, hein, c'est pas par rapport au style de vie qu'on a, tout ça fait sens. Donc je reprendrai.